Bon, on le sait tous, les gens sont débiles. Tellement débiles que certains se retirent eux-mêmes du patrimoine génétique de la manière la plus débile qui soit. Franchement, il y en a tellement qu'on est à la partie 12 de cette série et je vois toujours pas le bout. Sur ce, passons direct aux choses sérieuses et voyons encore plus de gagnants des Darwin Awards. Des gens qui ont mis fin à leur jour de la façon la plus stupide qui soit. Tête de lit permanente. Déménager un matelas, c'est pas une chose facile. Les matelas, ça pèse en moyenne jusqu'à 70 kg et ils sont plutôt encombrants, donc faut bien les attacher quand on les transporte sur le toit d'une voiture ou d'un van par exemple. C'est bien sûr pour éviter la prise au vent et que le bordel s'envole. Sauf que cette évidence-là, elle a pas effleuré une jeune femme de 20 ans en 2016. Avec une pote, elle voulait déplacer un matelas, mais il était trop gros pour rentrer dans le van, donc c'était quoi leur solution ? Eh ben, elles allaient le poser sur le toit et l'autre allait se mettre dessus, allongé pour le maintenir plaqué contre le van pendant que l'autre conduisait. Super idée, qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Ne comprenant visiblement rien aux lois de la physique et surestimant sacrément la force de celle qui faisait office de surfeuse de matelas, l'ensemble s'est fait la malle dès que la conductrice a appuyé sur l'accélérateur. Le matelas, il a atterri sur la route et la pauvre jeune femme aussi. Je suis content de pouvoir dire que le matelas il a rebondi et il a pas eu grand chose, mais notre surfeuse de matelas a pas du tout eu la même chance. Sans voix. La rage au volant, c'est pas une blague, mais ça peut amener à des conséquences plutôt cocasses si on se fie à ce qui s'est passé le 12 septembre 2021. Vers 1h30 du matin, sur l'autoroute I-80 en Californie, deux conducteurs ont eu un accrochage. Au lieu de les s'expliquer sur le bord de la route, ils ont décidé de se hurler dessus en plein milieu des voies de circulation. Vu leur matinale, ils ont sans doute pensé bêtement que personne d'autre n'emprunterait l'autoroute. Mais ils avaient tort. Quelques minutes plus tard, les deux hommes se sont fait percuter par une voiture allant à toute allure et ont été retrouvés inconscients. C'est une façon radicale de mettre fin à un débat, non ? Une idée de merde. Il y a plein de trucs sans danger où récupérer de la ferraille. Des bagnoles, du vieux matos, des canettes recyclées, etc. Tu sais sur quoi c'est pas une bonne idée de récupérer de la ferraille ? Non ? Des grenades. Plus spécifiquement des grenades propulsées par les roquettes, ou RPG. Sauf qu'en 2016, un gars de Rio de Janeiro, il a pas eu le mémo. Il voulait tellement récupérer de la ferraille qu'il était prêt à tout pour ouvrir un vieux RPG hors d'usage qu'il avait trouvé. D'abord, il a essayé de rouler dessus avec sa voiture. Quand ça n'a pas marché, il a décidé, méthodiquement et en toute délicatesse, de le fracasser à coups de masse. Bon, je pense que tu seras pas surpris d'apprendre que la masse, elle a fait son taf. Non seulement elle a ouvert la grenade, mais l'explosion qui a suivi a aussi ouvert notre mec, 6 voitures et tout l'atelier de réparation où il se trouvait. Quand la police a débarqué, elle a découvert qu'il y avait encore 14 autres grenades du même genre entreposées dans un coin. Donc, même si celle-là n'avait pas explosé, l'une des autres aurait probablement fini par le faire. Quand c'est écrit qu'un Darwin Award t'attend, on dirait vraiment qu'on n'y échappe pas. Comme je disais, on en est à l'épisode 12 de la série. Si tu kiffes et que tu veux voir une autre partie 13, oublie pas de liker et de t'abonner juste en dessous. C'est fait ? Ok, parfait. Maintenant, voyons la prochaine dinguerie. C'est un oiseau ? C'est un avion ? Non, c'est un avocat. Il y a des gens futés, il y a des gens intelligents, et puis il y a des avocats. Faire des études de droit et réussir l'examen du barreau, c'est hyper dur, donc on peut imaginer qu'ils sont vraiment au-dessus du lot. Mais bon, pas toujours. En 84, un jeune avocat participait à une soirée anticipée du 4 juillet dans son bureau à Chicago. Apparemment, il s'est pris la tête avec un collègue à propos des JO, et pour régler leurs différends, ils ont décidé de faire une course dans le couloir de leur immeuble. Sur le papier, ça avait l'air sympa et sans danger, non ? Je précise juste que notre jeune avocat avait besoin de lunettes pour voir de loin, mais qu'il les avait enlevées avant la course pour ne pas qu'elles tombent. Ah, et j'ajoute qu'il bossait dans un immeuble en hauteur avec de grandes baies vitrées au 39e étage. Tu vois un peu venir le truc. Lui, clairement pas. En courant à fond dans le couloir, il a perdu ses repères et est passé à travers l'une des vitres. Il a peut-être pas gagné la course, mais il aura fait 120 mètres de chute du 39e au rez-de-chaussée en seulement 6 secondes. Un record, non ? Esquiver les dettes. Personne n'aime arriver au bout de la soirée dans un bar et réaliser qu'il faut régler sa note. Offrir des verres à tout le monde, ça semble être une bonne idée, mais seulement 4 heures plus tôt. La plupart des gens finissent par ravaler leur fierté et payer. Mais en 2001, 2 types dans un bar du Caire ont décidé de pas le faire. Au lieu de payer des 180 $ de whisky qu'ils venaient de s'enfiler, ils ont essayé de s'échapper au sautant dans le Nil juste à côté. Sur le coup, ça paraît plutôt malin, sauf que dans la plupart des zones du Caire, le Nil fait environ 300 mètres de large, soit la longueur de 13 cours de tennis alignés bout à bout.
Perso, je galère déjà à nager cette distance à jeun, alors avec 180 $ de whisky dans le sang, on n'en parle pas. L'un des deux sous-lards a réussi tant bien que mal à atteindre l'autre rive, où la police l'attendait, mais l'autre a surestimé ses capacités et n'a jamais revu la terre ferme. Bon, au moins il a évité de payer son addition. L'avion rose. Aux States, on n'a pas besoin de permis pour conduire une tondeuse autoportée, tant qu'on ne s'aventure pas sur la voie publique. Par contre, tu sais pourquoi on a absolument besoin d'un permis? Piloter un avion. Vu à quel point ça peut être complexe, c'est plutôt logique, non? Mais bon, ça faut croire que ça a pas effleuré un père et son fils qui, en l'an 2000, devaient tondre des champs à l'aéroport municipal de Tucumari au Nouveau-Mexique. Au lieu d'utiliser leur tondeuse, les deux ont eu l'idée lumineuse de piquer l'un des avions pour faire un petit tour. Profitant d'un moment de sans surveillance, ils sont discrètement montés dans un petit avion Air Coupe biplace, rempli le réservoir et décollé. Ils ont réussi à monter à 45 mètres d'altitude quand l'appareil s'est mis à vaciller. Un vrai pilote saurait quoi faire dans ces cas-là? Malheureusement, ni le père ni le fils ne l'étaient. Ils n'avaient pas la moindre formation de pilote ni même la connaissance de quiconque, la moindre expérience de vol ou quoi que ce soit. Du coup, l'avion a piqué vers le sol et a explosé, emportant nos deux génies. Ils ont vraiment pu croire que c'était comme conduire une tondeuse mais en volant? Bon, quoi qu'ils aient imaginé, leur balade s'est finie en un feu d'artifice. Un vrai pétard. Une petite question pour toi, si tu veux des pétards, ces petits explosifs qui font beaucoup de bruit, comment tu t'y prends? Eh bien, comme tout le monde, tu vas juste en acheter, non? Apparemment, d'après un récit non confirmé de 2002, un homme en Croatie a trouvé que payer pour des pétards c'était un peu trop simple et a décidé d'en fabriquer lui-même pour les festivités du Nouvel An. Comment? Bah avec ce qu'il avait sous la main, c'est-à-dire une tronçonneuse et une grenade. Je pense pas avoir besoin d'expliquer pourquoi si un engin explosif, c'est une très mauvaise idée et que c'est une idée qui lui a coûté la vie. Mais au moins il a eu le droit à un Darwin Award, donc c'est déjà une sorte de célébration. Pêche à la ligne. T'as déjà entendu parler de la pêche à l'explosif? Comme son nom l'indique, ça consiste à balancer un explosif dans l'eau pour assommer ou tuer un banc entier de poissons et les ramasser facilement. C'est à la fois très dangereux et illégal dans pas mal d'endroits, mais ça n'a pas empêché deux gars de l'Illinois de s'y essayer un dimanche en 1998. Les deux potes ont embarqué sur un petit bateau en alu de 4 mètres et ont navigué sur les eaux de Fox Lake. Assez loin du rivage, ils ont allumé un bâtonnet de dynamite. Ils l'ont jeté dans l'eau et ont attendu que les poissons remontent à la surface. Sauf qu'ils n'avaient pas capté qu'ils venaient de balancer le bâtonnet sous le vent de leur embarcation. Résultat, quelques secondes plus tard, leur bateau s'est retrouvé directement au-dessus du bâtonnet. L'explosion a fait un énorme trou dedans, le faisant couler à environ 90 mètres de la rive. Alors, on ne sait pas si un des deux a été assommé par le souffle ou s'il ne savait pas simplement nager, mais il n'est jamais parvenu à regagner le rivage. Au moins, il a pu expérimenter ce que ressentent les poissons quand on fait sauter une bombe, sauf qu'en plus, il était complètement débile. Skarma. Pour aller skier, il faut plusieurs trucs, des protections, le bon équipement et une bonne visibilité. Comme tu t'en doutes, le prochain lauréat du Darwin Award, il avait rien de tout ça. En 2002, un idiot de 22 ans et quelques potes ont décidé de grimper à Mammoth Mountain dans le Nevada vers 3 h du mat pour une session de ski nocturne improvisée. Comme c'était sur un coup de tête, notre skieur spontané, il avait rien pour glisser, donc il s'est dit qu'il allait arracher un morceau de la protection en mousse installée sur l'un des pylônes du télésiège. Tu sais, celle qui sert normalement à amortir le choc si un skieur se prend le pylône en pleine descente. Avec cette mousse, il a grimpé jusqu'en haut, s'est installé dessus et a dévalé la pente. Il s'est éclaté comme un fou, jusqu'à ce qu'il s'écrase net, littéralement dans l'obscurité totale, il est rentré de plein fouet dans un pylône du télésiège. Celui même dont il avait retiré la protection. Sérieux, il aurait pas été plus avisé de laisser cette mousse en place? Des fois, je me demande ce qui se passe dans la tête des gens. Mais bon, c'est quand même un bon retournement de karma. Check ce que tu prends. Bon, perso, j'ai jamais rien volé de ma vie. Même pas un chewing-gum. Mais je sais au moins qu'avant de voler un truc, il vaut mieux vérifier ce que c'est. Sinon, tu risques de finir comme ces 5 abrutis de ce qui était alors la République tchèque qui ont décroché un Darwin Award en 2008. Les 5 ont décidé de s'introduire dans une usine abandonnée de Kladno pour piquer du métal. Ils ont commencé à démonter 2 grosses poutres en acier vertical qu'ils ont trouvées. Problème, ils s'étaient pas rendu compte que ces poutres étaient la seule chose qui soutenait le toit au-dessus de leur tête. Une fois enlevé, le toit s'est écroulé, écrasant les 2 voleurs et blessant les 3 autres. Alors si après ça tu tiens quand même à te lancer dans le grand banditisme, souviens-toi que la gravité, elle se fiche que ce soit un accident ou juste une connerie. Mauvais élastique. T'as déjà essayé le saut à l'élastique? C'est hyper grisant. Sauter d'un pont ou d'une falaise, un gros élastique attaché... Toujours faire ça avec des pros,
qui ont le bon matos, des licences, l'assurance, etc. C'est-à-dire tout le contraire de ce qu'a fait un chercheur de sensations fortes en 97. Ce type de 22 ans, employé dans une restauration rapide à Fairfax Country en Virginie, voulait se faire un petit kiff en sautant d'un pont ferroviaire de 21 mètres de haut. Le problème, c'est qu'il n'avait pas accès à un gros élastique pro, il a donc décidé de le fabriquer lui-même. T'arrives à deviner avec quoi? Des tendeurs, ouais, tu sais ces petites sangles élastiques qu'on utilise pour fermer un coffre ou accrocher un sac de couchage. Ouais, celle-là. Il pensait qu'en attachant plein ensemble, ça tiendrait son poids quand il sauterait. Et figure-toi que ça aurait pu marcher. S'il avait fait la corde moins longue en fait. Dans un sursaut de conneries ahurissantes, notre casse-cou a fabriqué un élastique trop long et a fini en contact très rapproché avec le sol, 21 mètres plus bas. Façon crêpe, si tu vois ce que je veux dire. Dur à avaler. En 99, le plus incroyable Darwin Award, selon moi, a été décerné à un artiste anonyme de Bonn en Allemagne. Ce performeur était apparemment avaleur de sabres professionnel, capable d'avaler tout un tas d'objets longs et farfelus. Sabres, ballons, voire des grands parapluies, etc. Sauf qu'un jour, alors qu'il montrait ses talents avec un parapluie, il aurait par mégarde appuyé sur le bouton d'ouverture automatique pendant que le parapluie était encore dans sa gorge. Voilà, t'imagines la suite, le parapluie s'est ouvert à l'intérieur, notre artiste n'aurait pas survécu à ce rappel. C'est presque crédible et il a bien reçu un Darwin Award officiel, sauf qu'il y a plusieurs incohérences dans cette histoire. Déjà, le premier récit remonte de 97 et pas 99. Ensuite, cette même anecdote a fait surface plusieurs fois dans différentes années, avec le même scénario, mais cette fois l'artiste s'appelait Boris dans le New Jersey en 2007. Et on ne trouve ni nécrologie, ni document officiel prouvant ces histoires. D'ailleurs, la communauté des avaleurs de sabres assure que c'est impossible de faire passer un parapluie plié dans l'œsophage bien trop large. Donc, on est quasiment sûr que c'est une légende urbaine. Cela dit, est-ce que t'as déjà vu quelqu'un avaler un parapluie entier? Point en premier, peut-être que t'as une photo. Si oui, envoie-la à story au pluriel @beamazed.com et je te mettrai en avant dans notre prochaine vidéo. À moins qu'on soit aussi victime d'un Darwin Award. Zippity-doo-dah. Les touristes britanniques à l'étranger, ils ont pas forcément la meilleure répute. Souvent ils sont bruyants, agaçants et parfois tellement stupides qu'ils finissent par décrocher un Darwin Award. Et c'est précisément ce qu'a fait un Britannique dans les Alpes italiennes en 2002. Ce grimpeur de 49 ans était avec sa famille, profitant du panorama près de Belluno dans le nord de l'Italie. Et puis là, dans un éclair de folie pure, il a attaché son mousqueton à un vieux câble de téléphérique désaffecté et il a essayé de glisser dessus en servant de ses mains, en mode tyrolienne. Pour une raison qui m'échappe, il pensait pouvoir contrôler sa descente super abrupte juste en s'agrippant au câble. Même si tout le monde autour, les passants compris, ont tenté de l'en dissuader. Il a fait la sourde oreille et s'est lancé quand même. Peut-être que le câble était encore graissé à l'époque où il servait, ou peut-être que le gars n'avait simplement pas la force qu'il croyait. Quoi qu'il en soit, il a vite perdu le contrôle et s'est fracassé contre plusieurs rochers avant de s'écraser contre un pylône métallique, à environ 200 mètres en contrebas. Ouais. Petit conseil, si un jour t'as une idée de génie et qu'il y a des passants qui viennent te supplier d'arrêter, c'est sûrement que c'est le moment de repenser à tes choix de vie. À moins que tu veuilles absolument un Darwin Award. Un prisonnier apprend à voler. Dans les films, les évasions de prison, elles ont toujours l'air trop stylées et se passent généralement sans accroc. Mais en vrai, c'est un peu plus risqué et un peu plus débile, comme l'a prouvé un détenu de la prison du comté d'Allegheny en 1997. Plutôt que de rester pour purger sa peine, il a voulu tenter la fuite. Il a donc noué entre eux plusieurs draps chouravés à d'autres prisonniers, cassé la fenêtre censée être incassable de sa cellule et utilisé sa corde de drap pour descendre le long du mur extérieur de la prison. Problème, il y en avait deux en fait. Le premier, c'est que sa corde improvisée faisait environ 18 mètres de long alors que sa cellule se trouvait au 17e étage. Donc il lui manquait une bonne trentaine de mètres pour toucher le sol. Le deuxième, c'est qu'il n'avait pas pris le temps de virer les éclats de verre restants dans le cadre de la fenêtre. En glissant, les draps se sont peu à peu découpés jusqu'à se rompre net et l'envoyer valser dans le vide, plus de 8 étages en contrebas. Ouais, c'est ce qu'on appelle être criminellement stupide. Diapositive de sa vie. On a établi que les gens pouvaient être bien cons, mais tu sais ce qui les rend encore plus cons? L'alcool. Et c'est précisément cette petite boisson du diable qui a valu un Darwin Award à un jeune homme de 25 ans à Calgary au Canada en 2000. Lui et ses potes avaient passé la soirée à boire et ont décidé de continuer à faire la fête chez un ami qui vivait dans un immeuble. C'est alors que quelqu'un a lancé « Qui osera utiliser le toboggan intérieur ?» Spoiler, c'était pas un toboggan mais une benne à ordures de l'immeuble. Malheureusement, notre héros de la soirée, déjà bien pété, a relevé le défi. Le truc qu'il n'a pas percuté, c'est qu'en contrebas, il y avait une presse à déchets industriels qui était prête à l'accueillir.
Bon, en fait, c'était quasiment pas un problème, étant donné que la descente faisait 12 étages à la verticale, donc plus de 30 mètres, il a même pas vu la presse arriver, le pauvre. Bon, au moins il a obtenu un Darwin Award, donc son départ aura pas été complètement vain, contrairement à son corps. Que Dieu nous vienne en aide. Y a rien de mal à être croyant, mais risquer sa vie pour ça, c'est pas ce qu'on peut appeler une bonne affaire. Comme l'aurait découvert le pasteur Jonathan Mutiswa, d'après la rumeur. Selon plusieurs tabloïds, en 2017, ce pasteur de l'église Saints of the Last Days à White River aurait promis à sa congrégation de prouver la force de sa foi en marchant sur l'eau. Toute la semaine précédente, il a jeûné, il a prié, et arrivé au matin fatidique, il est entré dans la rivière sur une centaine de mètres. Mais avant qu'il ait pu imiter la Bible et se proclamer Jésus ressuscité, 3 énormes crocos se seraient pointés et l'auraient dévoré. Ouais, le pasteur aurait loupé l'info comme quoi cette rivière était surnommée la rivière aux crocodiles. D'après le diacre Nkosi, après plusieurs minutes, il ne restait du pasteur que ses sandales et son calbut. Les tabloïds du monde entier ont repris l'histoire, sauf qu'elle sentait un peu l'arnaque. Les premiers articles venaient du Zimbabwe, alors que White River se trouve en Afrique du Sud, pays voisin. Comment les journaux zimbabwéens auraient-ils pu être au courant en premier? En fait, c'était une vanne pondue pour faire le buzz, mais le fait que tant de médias et de gens y aient cru en dit long sur le peu de foi qu'on accorde encore à l'humanité. Se rapprocher de Dieu. Toute personne qui fait de l'humanitaire a une âme géniale, si tu veux mon avis. Sauf que même avec de bonnes intentions, certains projets caritatifs sont complètement débiles. Exemple, en 2008, direction Paranagua au Brésil, où un prêtre catholique s'apprêtait à gonfler 1000 ballons d'hélium. Pourquoi? Il prévoyait de battre le record de 19 heures de vol accroché à un nuage de ballons pour récolter des fonds afin de construire un espace de repos spirituel pour les chauffeurs routiers de Paranagua. Il avait déjà tenté l'aventure un peu plus tôt dans l'année avec 600 ballons, flottant pendant 4 heures et atterrissant à 25 km de là à San Antonio en Argentine. Persuadé qu'il lui suffisait de plus de ballons, notre prêtre, qui était aussi un parachutiste expérimenté, a emporté avec lui un gilet de flottaison, 5 jours de nourriture et d'eau, une combinaison de vol thermique, un parachute, un casque, plusieurs téléphones portables et un GPS. Ça avait l'air bien préparé quand même, sauf qu'il savait pas servir d'un GPS. Et en plus, quand il a décollé, le temps était hyper couvert. Donc, on l'a vite perdu depuis le sol. Il comptait atterrir à Dourados, plus de 800 km de là, dans l'intérieur du continent. Mais le truc avec les ballons, c'est qu'ils se laissent porter par le vent. Sans moyen de les diriger, à la première rafale, le prêtre est parti vers le large. Plus tard dans la soirée, peut-être parce qu'il pigeait pas ce que lui disait son GPS, il a appelé la police militaire qui lui a confirmé qu'il se trouvait à 25 km des îles de Tamborette. Et après ça, plus aucune nouvelle. Des grappes de ballons ont été retrouvées en mer le lendemain, et 3 mois plus tard, on a repêché la moitié inférieure du corps du prêtre à une centaine de kilomètres de Macaé. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il est monté trop haut, trop vite et qu'il a manqué d'oxygène, que les ballons ont lâché et qu'ils l'ont précipité dans l'océan. Ou bien qu'il s'est retrouvé dans une tempête. Visiblement, il a compris qu'il était en pleine mer que trop tard et il s'est craché. Il a pu survivre un bref moment dans l'eau, mais avec le téléphone et le GPS fichu, personne n'aurait pu tenir 3 mois en pleine mer. Au moins, durant ces derniers jours, ce prêtre s'est littéralement rapproché un peu de Dieu. Lequel de ces lauréats mériterait vraiment la palme? Tu veux une partie 13? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.